Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Brian Saint-Louis et Geneviève Bossé, vous avez lu donc ce livre traduit du suédois. Oui. Les grues volent vers le sud, le roman de Lisa Ridzin, publié dans la collection Fiction du Nage, La Peuplade, que j'aime toujours beaucoup. Oui, donc tu nous parles, comme toujours, une rivalité, qui aura la chance de les lire. Cette fois-là, on a pu le lire tous les deux. C'est un roman, il faut dire premièrement, qui attire beaucoup l'attention ces derniers jours. Les critiques sont unanimes et je crois qu'elles ont raison. C'est un très bon livre et en plus, c'est ça, on reparlera, fais-moi penser, Simon, de reparler de ta critique de la semaine passée pour faire un tout petit lien. Les grues volent vers le sud. On va suivre l'histoire du personnage de Beau. Beau a 89 ans. Il habite seul dans sa maison. Il est visité régulièrement par des aides à domicile plusieurs fois par jour. C'est là qu'on voit la différence entre le régime de santé suédois et canadien. Là-bas, lui, il peut rester dans sa maison et plusieurs fois par jour, différents aides à domicile vont le voir pour lui rendre visite, pour voir si tout va bien, s'il a besoin d'aide, mais il peut au moins rester à la maison. Maison, il habite toujours avec son chien, Sixten. Son fils vient le visiter à l'occasion. C'était une maison aussi où il habitait autrefois avec sa femme. Sa femme, elle, est en déclin cognitif. Elle n'habite plus là. Elle est maintenant internée dans une maison de soins parce qu'elle ne le replace plus. Elle ne sait plus qui il est. Donc, lui habite seul, donc, avec son chien. Et on sent que Beau vieillit beaucoup. Sa santé décline, il a toujours mal aux yeux, il oublie beaucoup. Et toutes des choses qu'on va sentir dans c'est un roman au jeu, donc le narrateur est là, il nous explique qu'est-ce qui se passe dans sa journée. Et là, les aides arrivent, son fils vient de visiter, il promène son chien, mais il est vieux. Il oublie, il y a des problèmes de yeux, il tombe souvent, il y a des étourdissements. Et là, au début de l'histoire, le grand drame, c'est que son fils veut qu'on parle du chien. Ce chien, selon lui... sa seule présence. C'est ça. Selon lui, il n'est plus capable de s'occuper de ce chien-là. C'est toujours sa peur de se dire, mais papa, quand tu vas promener le chien dans le bois, tu vas tomber à un moment donné, tu vas te faire mal, on te retrouvera pas, tu n'es plus capable de t'occuper du chien. Et c'est là que va s'ouvrir une porte vraiment sur toute la misère un peu de cette vie-là. C'est la détresse, c'est la solitude, la lassitude. C'est que cette présence-là, en fait, moi, comment je l'ai vu... C'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste. Puis, j'avais l'impression que si son chien n'est plus là, pourquoi lui existerait-il encore? C'est comme si ça le laissait encore vivant. Donc, il y a une présence... Puis... Et c'est ça la beauté du livre, parce que c'est ça, il va y avoir l'histoire avec son chien, il entretient aussi une relation téléphonique avec un ami avec qui il n'a pas vu depuis plusieurs années, mais il continue de s'appeler tout le temps. Il pense à sa femme, il s'adresse souvent à sa femme quand il parle en disant « je pense à toi, mais toi, tu te souviens plus de moi ». Et la beauté du livre, c'est autant on a pitié de ce personnage-là, quelque part, de dire « mon Dieu, mais il est seul ». Ses amis le quittent, il est en conflit un peu avec son fils, il habite seul, il fait pitié, on essaie de lui enlever son chien. Évidemment, moi j'ai un chien, donc là, on essaie de lui enlever son chien, c'est son dernier ami, mais autant dans la narration, vraiment dans le livre, il se laisse des notes à lui-même. On se revient d'abord un paragraphe, on revient, il regarde sa note, il dit « je sais plus pourquoi j'ai écrit ça ». Et donc, on le constate, le déclin de Beau, le problème qu'en effet, il ne peut plus tant s'occuper de son chien. Il a de la misère à s'occuper de lui-même. Il a des couches, il se fait pipi dessus. Il a de la misère à s'alimenter. Il a de la misère à sortir. Tout dans la narration transpire cette vieillesse qui prend de plus en plus de place dans sa vie, même s'il aimerait continuer d'être en forme, même s'il est... Et là, on sent il est désemparé par rapport à ça. C'est du désarroi, c'est vraiment du désarroi. Il y a du désarroi. Brian emploie un terme quand même fort qui est la pitié. Est-ce que Geneviève t'a ressenti ça? Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie. Oui, de l'empathie plus que de la pitié. De l'empathie pour cet homme-là que, j'avais juste envie... puis il raconte la narration, la première personne fait en sorte que moi, j'avais juste envie d'aller prendre soin de lui, d'aller lui lire un extrait de roman, d'aller promener son chien. Fait que c'est une des grandes forces du roman. Puis, comme Brian l'a dit, on la voit, la décrépitude, il
il se rend compte là, que ça fonctionne plus, puis il y a comme un laisser-aller à un moment donné, hein, parce qu'il couche sur la banquette dans la cuisine, puis je suis bien ici. Fait qu'il y a tous ces changements-là d'habitude que les aides-soignantes apportent, son fils. Puis, il y a une phrase, là, moi, je trouve que ça résume une bonne partie, c'est, bon, il y a les aides-soignantes qui se relaient plusieurs fois par jour. Puis, Beau dit, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que refuser, c'est la seule chose que je peux faire. Il peut pas rien faire. Il n'y a plus de contrôle sur ça. Il ne peut plus demander presque souhaiter. La seule chose qu'il peut faire, c'est dire non, je veux garder mon chien, je veux pas prendre ma douche, je veux pas manger les biscuits, les mazarins, je sais pas trop. Donc, c'est juste ça qu'il peut faire maintenant. Je peux juste refuser, puis je peux même plus refuser. On fait souvent le parallèle avec l'enfance. Hein? Un bébé, qu'est-ce qu'il dit quand on parle de la phase du non aux 2 ans? C'est une façon peut-être d'avoir le contrôle. Oui, puis là, quand on parle justement d'enfance, il y a un autre volet du livre quand même, il y a un moment bilan de sa vie quand même. Il sent la fin approcher malgré tout. Il a une relation difficile avec son fils qui maintenant lui travaille beaucoup, une vie active. Et là, il se rend compte, ce fils-là maintenant m'échappe un peu de un. Et là, il y a aussi un renversement complet du rapport d'autorité. Maintenant, c'est lui qui arrive et qui me dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Et même chose pour les aides à domicile que pour son fils. La seule chose qu'il peut faire, c'est refuser. Mais il dit, mais même si je refuse, ça donne rien. C'est plus moi qui décide. J'ai plus de contrôle sur ma vie. Et il cherche quand même à rétablir des ponts avec ce fils-là, avec qui il a perdu des liens. Et il repense à son propre père à lui, à sa propre enfance à lui, tisse des parallèles avec la façon dont il était élevé par un père très dur, qui s'occupait moyennement bien de lui. Son obsession quand il était jeune, c'était de fuir le plus rapidement possible cette maison-là. Il y a beaucoup d'empathie pour sa mère aussi, qui était dans une relation difficile avec cet homme-là. Et il se rend compte en vieillissant, mais mon Dieu, je suis un peu devenu mon père. Moi aussi, j'ai pas été nécessairement fait avec ma femme. Je l'ai empêché de faire ça. Je l'ai empêché de travailler. J'ai juste dit, non, t'as pas besoin de travailler. Je gagne assez bien ma vie. Et il se rend compte de gestes qu'il a posés envers sa femme, envers son fils. Et là, c'est d'essayer de tenter de rétablir ces ponts-là avec toute la faiblesse qu'il a maintenant. Il aimerait dire des choses, dans la narration, il dit, j'aimerais ça lui dire que je suis fier de lui, j'aimerais ça. Mais quand son fils arrive, là, je suis enragé, il veut m'enlever mon chien. Il y a une forme de bilan, là, ça veut dire, il y a un bilan, mais pas tellement positif à la toute fin, c'est ce que vous semblez dire. C'est qu'il y a une nostalgie. Donc, oui, il y a des regrets sur certaines périodes de sa vie, mais c'est plus sous forme de constat. Fait que, tu sais, c'est oui, un bilan, mais c'est pas... C'est sombre, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière. Moi, j'ai trouvé quand on lit entre les lignes, il y a beaucoup de lumière, puis ça, c'est quand même rapide, hein? Donc c'est de mai à octobre. Il y a ça aussi, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très la durée de l'histoire, là, je vais dire ça comme ça, elle est très courte. Donc on est vraiment au jour le jour, ou presque, puis là c'est là que la décrépitude et le déclin. Et on n'est pas tant dans le positif et le négatif, parce qu'on est tellement dans un récit plein d'humanité où il revient sur sa vie, mais nos vies ne sont jamais ni noires ni blanches, elles sont toujours en teinte de gris, et c'est très bien rendu. Et avec tout, et dans le texte, comme on dit, là, sa faiblesse physique transparaît beaucoup, sa faiblesse mentale transparaît beaucoup, malgré ce qu'il a été, malgré ce qu'il veut être, malgré ce qu'il voudrait faire. On le sent envahi par cette vieillesse-là qui prend énormément de place. Dépassé par tout ça. Et ça, c'est excessivement bien rendu. Donc, ça nous laisse voir un peu, justement... qu'il faut mettre nos choses à jour humainement avant qu'on soit rendu trop loin parce qu'on veut le faire. Et je dis aussi, Simon, la semaine passée, tu nous présentais le livre Vieillir. C'est pas si pire vieillir. Ça nous donne le goût de lire ce livre-là aussi après avoir lu ce livre-là parce que on voit cette vieillesse faible un peu et c'est quelque chose qu'on cherche à éviter absolument, ce moment-là dans nos vies, alors qu'on sait que ça va arriver.
Donc, il y a beaucoup il y a un miroir aussi dans ce livre-là. On réfléchit beaucoup à nos propres années qui vont venir, notre propre vieillesse. Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on va devenir, qui va s'occuper de nous. Il y a énormément de questions. C'est angoissant, la vieillesse. Moi, c'est beaucoup ça aussi que je me suis rendu compte dans ce livre-là. On sent le caractère très intime là, du corps et du déclin de cet homme-là. Mais Brian, je terminerai avec une question que tu as abordée en début en disant aide à domicile. On voit en Suède, visiblement, le système n'est pas le même. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la vieillesse et les aînés aussi dans notre société à travers ça? Ben, oui, puis moi, ce que j'ai trouvé beau, puis est-ce que c'est comme ça dans tous les villages et toutes les villes en Suède, là, ça reste à voir, mais c'est que... Il y a un esprit de communauté aussi, oui. Oui, il y a beaucoup la collectivité, mais ça fait en sorte que le quotidien, ben, les moments de solitude sont beaucoup moindres. Ouais. Et, ben, Beau, en fait, oui, il est seul, il est âgé, il est sa vie achève, mais que ces présences-là, c'est comme une autre sorte de famille, là, je vais le dire comme ça. Ce qui fait en sorte que on peut demeurer dans sa maison, mais la collectivité est très présente, puis c'est peut-être ça une partie de la solution. Donc, moi, je pense à ce gars-là, et justement, le rapport avec son chien, le rapport avec sa maison, ses objets, c'est tout. Si on l'avait déraciné en disant, tu peux plus rester tout seul maintenant, il faut absolument qu'on t'envoie dans un CHSLD tout de suite. Aurait-il vécu jusqu'à cet âge-là? Aurait-il réussi à conserver le peu qui lui restait aussi longtemps de santé cognitive et tout et tout? C'est intéressant à plusieurs niveaux, ce livre-là. Excessivement touchant. Puis comme je dis, ça touche tout le monde parce que on va tous vieillir un jour et on sera... Donc, voilà. En tout cas, si le livre, le récit est bien rendu, vous nous le vendez très bien. Oui, visiblement, vous ajoutez votre voix au concert. On s'ajoute à la pile de concerts de voix élogieuses pour ce roman paru chez La Peuplade. Les grues volent vers le sud. Ça termine notre émission. Merci beaucoup pour cette critique.